On y va. Bonjour, je m'appelle Julie Pagis, je suis chercheuse en sociologie politique au CNRS. Je suis membre du laboratoire l'IRIS qui est à l'école des études en sciences sociales. Et donc je travaille depuis un certain nombre d'années sur les trajectoires militantes des années 68 notamment, et plus récemment sur les perceptions enfantines du monde social et politique. Alors beaucoup de ces acteurs auraient aimé que mai 68, ça ait abouti à une vraie révolution copernicienne de nos institutions, de nos structures et même de nos modes de pensée. Parfois j'ai même l'impression qu'ils le croient un peu. Est-ce que pour vous il y a une nostalgie de mai 68 parmi ces acteurs? Parmi ceux qui ont participé, ouais. Alors parmi un certain nombre d'entre eux, oui, peuvent avoir une nostalgie. En même temps, quand on les interroge, ils vont pouvoir le dire, mais la plupart, en tout cas des anonymes sur lesquels j'ai travaillé, ont eu plutôt une certaine pudeur, j'ai envie de dire, de ne pas vouloir justement faire des récits d'anciens combattants, et donc étonnamment peut-être, leurs enfants disent des fois qu'ils ne savent pas du tout ce que leurs parents ont fait en 68, et parce que ces derniers justement ne voulaient pas jouer les anciens combattants. Donc il y a des souvenirs très forts, on sent qu'il y a eu énormément d'émotions et que c'est des moments qui les ont marqués profondément. Il peut y avoir de la nostalgie chez certains, mais il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de revendication, de dire bon ben voilà j'ai fait ça, donc de dire à ses enfants tu vas faire ça, tu vas prolonger mon combat. Non, justement ça beaucoup moins, ça on peut l'entendre chez certains, peut-être véhiculé dans les médias, mais en fait justement quand on va voir des anonymes qui ont participé d'une manière ou d'une autre, il y a eu peu cette chose-là. Puis c'est aussi parce qu'il y a un côté, c'est très compliqué de raconter ce qu'on a fait en mai 68, de restituer ce moment, puisque par définition, cette crise politique, c'est un moment de suspension du temps ordinaire, et du coup, c'est aussi très compliqué à raconter, puisque justement, c'est un moment où tout est un peu en suspension, et donc même les acteurs s'étonnent a posteriori eux-mêmes, les participantes et les participants, de ce qu'ils ont pu faire. Donc il y a un côté, c'est aussi ça qui rend difficile la restitution, que ce soit par l'histoire, par la sociologie ou même par les récits, de tels moments comme ça, de temps suspendu. Alors pour autant, ils s'appellent souvent eux-mêmes les 68ards ou génération 68. Ils revendiquent souvent l'appartenance à une sorte de génération. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui existe? Eh bien, justement, là, en allant travailler sur 170 familles, donc de gens qui n'avaient pas pris la plume et qui n'avaient pas fait parler d'eux, ils ne revendiquent pas tous, justement, d'appartenir à une génération 68. Et alors, ce que je montre dans le livre tiré de la thèse, c'est que justement, ce sentiment d'appartenance générationnelle, il est différencié, il est socialement différencié. Notamment, les femmes vont le revendiquer davantage, puisque c'était une des questions que je leur ai posées: est-ce que vous sentez appartenir à une génération 68, avec tous les guillemets qu'il faut faire, puisque l'enjeu de mon travail c'était de déconstruire l'idée qu'il y avait une génération. Mais il peut y avoir quand même un sentiment d'appartenance générationnelle, mais il est différencié. Les femmes répondent davantage oui que les hommes, les plus jeunes en fait davantage oui que les plus âgés, et donc il y a des rapports différenciés à l'idée d'appartenir à une génération, puisque en fait quand on commence à creuser, on s'aperçoit qu'il y a des ensembles générationnels extrêmement différents, et que ça donne pas du tout les mêmes choses quand on est au lycée en 68, quand on a même des fois à une année près, là j'ai très important, quand on est en prépa ou quand on est à l'université ou quand on travaille, et des fois les histoires d'âge à quelques années près, ça change tout, à la fois sur d'où ils venaient, comment ils font l'expérience 68 et ce qu'ils deviennent, et du coup ça donne des rapports à cette génération 68 en fait extrêmement différenciés. Alors vous parlez beaucoup dans votre ouvrage et même là dans votre discours de la diversité des acteurs de mai 68, et vous parlez aussi des rencontres improbables qu'il y avait entre ces acteurs et qui ont pu déboucher après mai 68. Mais c'est vrai, est-ce qu'il y a vraiment eu des couples qui se sont créés, par exemple entre un ouvrier métallurgiste et une professeure d'université, ou est-ce que c'est un mythe? Alors, dit comme ça, je pense qu'il y a une partie, évidemment, une partie de mythe dans l'idée de la jonction et puis des luttes ouvrières et étudiantes. Et en même temps, je vais insister sur le fait que les moments de crise politique, de suspension du temps ordinaire sont
néanmoins propices à des rencontres socialement improbables, notamment entre étudiants et ouvriers. Elles sont propices parce que dans ces moments justement où tout ce qui allait de soi est remis en question, dans ces moments de crise, de moments critiques, dirait Bourdieu, il y a un abaissement des frontières sociales habituellement érigées entre les groupes sociaux et qui fait qu'on est en temps routinier dans l'entre-soi la plupart du temps. Or justement, il y a quand même un abaissement de ces frontières qui fait qu'il y a des rencontres et qu'elles sont d'autant plus jouissives, hein, c'est ce que tout le monde raconte sur la libération de la parole, et elles sont d'autant plus jouissives qu'elles sont transgressives, qu'effectivement on rencontre des gens qu'on ne rencontre pas habituellement pour des choses tout à fait concrètes. Et c'est la grève générale qui permet ça, c'est que le temps s'arrête, il n'y a plus d'essence, on est obligé il y a moins de transport, donc en fait on se met à faire des choses qui ne sont pas routinières et du coup à croiser des gens qu'on ne croise pas habituellement. Donc il y a eu effectivement j'ai pas mal d'enquêtés qui témoignent comme ça de moments, que ce soit, là, je pense à un qui était dans le quartier latin, qui lui est ouvrier et qui dit c'était ça qui l'a le plus marqué, c'est ce côté décloisonnement social et libération de la parole, même s'il ne faut pas être non plus naïf. En fait, justement, cet ouvrier-là me dit, moi j'étais trop timide pour prendre la parole, mais il y avait des petits groupes où on pouvait quand même exprimer certaines choses. Donc il y a une partie, je pense qu'il faut démythifier sur le côté, il y a eu beaucoup aussi de fantasmes dans l'idée d'aller rencontrer le peuple. On pense évidemment après, mais c'est après aux établis qui sont partis s'établir en usine, selon les préceptes de Mao, comme quoi il fallait aller se fondre dans les masses pour faire naître cette révolution qui n'avait pas eu lieu finalement en mai-juin 68. Et donc il y a eu aussi, c'est pour ça aussi qu'on parle souvent d'année 68 au sens large, c'est parce qu'il y a eu des rencontres improbables pendant les événements de mai-juin, rendues possibles par ce temps suspendu. Et après, il y a d'autres conditions qui rendent possibles ces rencontres. Par exemple, très important, l'ouverture de l'université de Vincennes, quand même, directement après, avec la loi Faure, etc., dès la rentrée 68. Et donc, le fait que les étudiants non bacheliers puissent intégrer cette université expérimentale, là, ça permet des rencontres, j'en ai aussi dans les enquêtés, donc de personnes qui, sinon, ne se seraient pas rencontrées. Donc, des enquêtés qui étaient salariés, non bacheliers, et qui rentrent à l'université. Donc, il y a des lieux comme ça où ces rencontres sont possibles. Et après, effectivement, avec tout le mouvement des établis, hein, en fait, là aussi, c'est une grande diversité politique, et puis des expériences d'établis. Certains y sont allés un mois, et donc on ne peut pas dire qu'il y a eu de vraies rencontres. D'autres y sont allés de manière voulant faire des coups d'éclat, et donc effectivement là aussi, là nous on a beaucoup travaillé dans une autre enquête collective menée depuis 4 ans avec 30 chercheurs dans des villes de province sur les établis, notamment je pense à Lille, Roubaix, où on nous dit, où on a vu aussi le côté, on a pu interroger des syndicalistes qui ont vu arriver ces ouvriers, des syndicalistes CFDT, CGT, et qui nous ont dit, ces établis, bon certains ils sont venus là, mais c'était trop simple, ils pouvaient repartir, et donc finalement ces rencontres n'étaient pas de véritables rencontres, mais il y en a un certain nombre d'autres qui sont restés des mois, des années, jusqu'à leur retraite, certains établis avec à ce moment-là, du coup, des rencontres improbables longues. Donc contrairement à ce qu'on entend parfois, et notamment de la part des contradicteurs un peu, des contradicteurs de mai 68, enfin ceux qui aiment pas trop mai 68, mai 68 c'est pas un événement uniquement bourgeois. Parce que là, même quand vous vous exprimez, on a l'impression, vous vous placez sans arrêt du point de vue de celui qui va vers les masses. C'est-à-dire pas de l'autre, pas de l'ouvrier en fait qui peut venir, lui, qui aurait accès à d'autres choses, des choses auxquelles d'habitude il n'a pas accès. D'accord, alors donc c'est que j'ai pas encore eu le temps de tout dire. Bien sûr que mai 68 n'est pas un mouvement bourgeois, que ce qui permet ce dont j'ai parlé, hein, cette suspension du temps ordinaire, comme je l'ai dit, c'est la grève générale, c'est près de 10 millions de grévistes dans la France entière, la plus grande grève générale du siècle ou depuis 1936, bon ça c'est un autre débat, mais en tout cas, et donc là c'est une participation d'ouvriers, d'ouvrières, de salariés dans la France entière et pendant un grand nombre de semaines. Et donc tout ce pan ouvrier des événements, en fait il a été en partie gommé, écarté de la mémoire officielle. Donc en fait l'idée d'un mai 68 bourgeois, c'est parce qu'il y a eu la reconstruction d'une mémoire de 68 et d'une génération 68 en fait autour de quelques figures
des porte-paroles autoproclamés qui ont pris la plume, qui ont pris la parole et qui ont construit cette génération 68. Et donc, dans cette construction, on sélectionne certains traits, puis on en oublie d'autres. Et donc, ont été écartés le mouvement ouvrier, le fait que le marxisme était l'horizon intellectuel de la plupart des participants, la répression, la violence, le fait qu'il y ait eu des morts, la répression. Donc, finalement, tous les aspects les plus politiques, les revendications syndicales, ce qui a été gagné avec les accords de Grenelle, malgré le fait que effectivement plein de participants relatent après en entretien qu'ils ont été déçus par ces accords de Grenelle, mais néanmoins les avancées syndicales, tout ce pan-là des événements effectivement a été un peu, largement écarté de la reconstruction de la mémoire. Et c'est aussi pour ça que plein de gens ont l'idée que cette génération 68, ce serait que des étudiants et que des étudiants bourgeois qui plus est. Et qui ont viré leur cutie par la suite. Et qui auraient, voilà... Et justement, est-ce que dans ceux qui ont justement réécrit, qui ont plutôt écrit cette mémoire officielle de mai 68, est-ce qu'on ne pouvait pas lire déjà dans leur profil sociologique au départ ce qu'ils allaient devenir en fait? Oui, c'est là où je me retrouve de plus en plus marxiste moi-même, c'est que à force qu'on me pose cette question mais en fait, pour les citer, les Cohn-Bendit, Serge July, etc., qui sont devenus ce qu'on sait, et puis qui soutiennent aujourd'hui Macron, est-ce que c'était pas déjà dans leur trajectoire? Là où j'ai envie de dire oui en partie, c'est qu'en fait, ils avaient déjà des rôles de leader. Enfin, en tout cas, en 68, ils ont des rôles de pouvoir. Donc, quelque part, des rôles de pouvoir qu'ils ont reconvertis et ils ont continué à avoir des rôles de pouvoir. Et aussi, ils ont des rôles de pouvoir qu'ils ont reconvertis dans la politique institutionnelle. Et donc, une fois qu'on a une position de pouvoir et qu'on reste dans la politique institutionnelle, c'est pas très étonnant. Et donc, effectivement, ces trajectoires de forte évolution politique, c'est le moins qu'on puisse dire, sont liées, à mon sens, en partie, au rôle déjà de pouvoir pendant les événements. Et c'est pour ça que, en gros, c'est contre aussi cela, cette image-là. C'est pour ça que je voulais aller enquêter sur des anonymes qui n'étaient pas que des étudiants, que des Parisiens et que des porte-paroles. Alors, le profil sociologique et surtout les formes d'engagement des populations en lutte aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire les cheminots, les hiérarques politiques, les étudiants et même les black blocs, ça fait beaucoup de monde au balcon et des gens très divers. Les matrices de l'engagement telles que vous les avez dégagées pour les 68 arts dans votre ouvrage et qui sont liées à la famille, aux transformations structurelles de la société notamment, est-ce que vous direz qu'on peut les appliquer aujourd'hui Alors, c'est vrai que je voulais travailler sur la diversité des 68 arts, donc je suis remontée sur d'où est-ce qu'ils venaient et j'ai pu mettre en évidence 4 matrices. Alors, on va les prendre, on va voir si elles sont transposables à aujourd'hui. Une des matrices, et ça me permet aussi de dire que non, ce n'était pas des bourgeois, et ça va à l'encontre du schème du déclassement. Ce seraient des enfants de bourgeois déclassés qui seraient frustrés et donc qui seraient révolutionnaires en 68. Là, l'enquête empirique, c'est l'intérêt de la sociologie, je crois, montre que moi, j'en ai pas de ces profils-là de déclassés, quasiment pas. Alors qu'il y a le profil inverse des intellectuels de première génération qui sont les premiers de leur famille à obtenir le baccalauréat et à faire des études supérieures. Et ces profils-là sont très propices à une remise en cause du système scolaire, avec aussi une politisation très importante via la sociologie critique. La publication des Héritiers en 65 est très importante dans leur politisation. Donc ils se politisent avec la guerre d'Algérie et leur trajectoire de mobilité sociale ascendante est propice à un engagement politique à gauche ou à l'extrême gauche, comme aussi un moyen de mettre... De répondre à la menace de reniement des origines et de militer pour sa classe d'origine. Donc ça, cette mobilité sociale ascendante, qui a été une matrice très importante de 68, elle serait difficile à transposer aujourd'hui pour des raisons justement structurellement, alors qu'il y avait dans ces années 50 et 60 une ouverture, une démocratisation très forte de l'enseignement supérieur. On assiste plutôt aujourd'hui, mais par contre je trouve que le parallèle est intéressant, mais par contre la matrice ne marche pas. Les étudiants se mobilisent aujourd'hui contre la sélection à l'université, donc contre une refermeture de ce qui avait été acquis dans ces années 60.
Et donc, ils sont effectivement bien plus nombreux à être dans des profils de déclassés. Mais là, je ne parle pas parmi les manifestants, hein, parce que ce schème du « on est déclassé, donc on est révolutionnaire », il a été critiqué, je le critique. Mais par contre, structurellement, oui, il y a bien plus de déclassement. Mais par contre, autour de cette question de l'ouverture de l'université, de la démocratisation, il y a un parallèle que je trouve qu'on ne fait pas assez. Et ça a été une ligne rouge, la sélection à l'université, qui n'a pas réussi à être dépassée dans les années 60. Et c'est vrai que... Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de lignes rouges qui, en gros, ont permis mai 68 et qui sont dépassées aujourd'hui. L'intervention policière dans les universités, c'est ça qui a permis aussi la massification des événements de mai 68 et la jonction des luttes. C'était en fait sur le refus de la répression et donc de l'entrée de la police dans les universités. Aujourd'hui, la police entre dans plein d'universités pour mettre fin à des occupations avec des indignations locales, mais quand même peu, ça moins. L'autre matrice qui me semble est aussi un moyen de dire des différences avec aujourd'hui, c'est la matrice que j'ai appelée de la politisation d'engagement religieux. En fait, il y a pas mal de futurs 68ards qui sont socialisés au militantisme dans des organisations religieuses d'encadrement de la jeunesse. Le scoutisme et puis, très important, les JOC, les JAC, les GEC. Jeunesse étudiante chrétienne, jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse agricole catholique. Et donc, dans ces années 50, ils sont socialisés au militantisme religieux dans ces organisations. Et puis, en fait, leur militantisme d'abord religieux va être converti en militantisme politique dans les années 60, notamment via toutes les questions liées au tiers-mondisme et l'anti-impérialisme. Et donc, évidemment, avec la guerre d'Algérie, puis beaucoup contre la guerre du Vietnam. Donc, il y avait des structures. Donc, il y avait ces structures d'encadrement de la jeunesse qui ont joué un rôle extrêmement important. Et du coup, là, d'ailleurs, pour faire le parallèle avec aujourd'hui, j'ai envie de dire que ces structures d'encadrement de la jeunesse, il faut évidemment y mettre, côté politique, l'éducation populaire de toutes ces associations liées au Parti communiste. Ces associations même de soutien aux devoirs, de sport, en fait, qui ont joué un rôle de masse pour des cohortes d'enfants et de jeunes et qui les ont formés au collectif. Et ça, effectivement, quand on regarde dans les jeunesses aujourd'hui, qu'on accuse un peu hâtivement d'être individualiste, ou l'autre jour, une journaliste carrément me demandait si c'était pas un problème de maturité. Bon, ça fait sourire. Et là, il faut quand même regarder effectivement les conditions structurelles. Et par contre, constater que ces organisations par lesquelles sont passées des cohortes entières des jeunesses populaires, hein, pour beaucoup, la GEC c'était moins populaire, mais les autres c'était vraiment des jeunesses de classe populaire, ces organisations de masse, d'encadrement de la jeunesse n'existent plus, ce serait aller trop loin, mais sont en voie de raréfaction. Sont en voie de très grande raréfaction. Et donc, oui, je pense qu'il y a un déficit de socialisation au collectif dans les jeunesses et qu'on nous demande souvent si les réseaux sociaux, ça compense ça. Ben non, je ne pense pas que les réseaux sociaux sont un outil qui peut être utile au militantisme, mais ça ne compense pas justement cette socialisation qui prend du temps et qui doit se faire en collectif. Donc ça, cette matrice, elle ne marcherait pas non plus. Et même, j'ai envie de dire, pour faire ma sociologue chagrin, que donc, dans ce vide laissé par ces organisations d'encadrement de la jeunesse qui existaient autour du Parti communiste et religieuse, dans ce vide vient ceux qui commencent à jouer un peu ce rôle-là, c'est le Front National de la jeunesse, de politiser des ressentiments ou des sentiments de décalage ou justement de déclassement, etc. Donc voilà, cela pour dire que c'est plutôt inquiétant de ce côté-là. Sur les autres matrices, il y avait les enfants de militants. Les enfants, donc pour les 68ards, souvent des enfants de syndicalistes CGT et de militants du Parti communiste. Alors ça, je pense qu'on en retrouve aujourd'hui des enfants de militants, parce que ça, cette matrice-là, c'est la transmission familiale de disposition au militantisme, elle est classique. Je pense que j'ai pas fait d'enquête sur les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui, mais bon, pour en connaître certains, pour voir aussi un certain nombre pour pas parler que des jeunes, pour parler des autres revendications, voilà, c'est aussi la matrice où on est syndicaliste, aussi parce que ça allait de soi familialement. Le nombre de personnes qui me disent, ben moi, dès que mon premier jour de travail, j'étais syndiquée, et ça se transmet comme ça dans la famille, et donc ça crée quand même des gens qui vont d'une manière ou d'une autre se militer. Et enfin, la dernière matrice que j'avais montrée pour 68, qui me paraît difficilement transposable là, ou alors il faudrait voir ce que ça va devenir maintenant, c'est ceux et celles qui se politisent avec la crise. Donc c'est le moment où des révoltes individuelles, des sentiments, des révoltes contre l'ordre familial, moral, conjugal, sexuel, en fait, qui étaient des révoltes individuelles et vécues sur le mode quasi du tabou ou la culpabilité, se politisent avec le moment de crise. Sauf que du coup, justement, aujourd'hui, on peut faire plein de parallèles avec le fait qu'il existe des crises sectorielles.
dans le milieu étudiant, dans le milieu cheminot, chez les fonctionnaires, chez les retraités. Donc il y a toutes ces crises sectorielles qu'il y avait juste avant 68. Avant 68, il faut quand même aussi rappeler que personne ne savait que ça allait s'élargir. Mais donc cette dernière matrice, ça serait que s'il y avait un moment vraiment un moment critique, une entrée en résonance de ces différentes crises sectorielles qui à ce moment-là pourrait encore plus venir politiser des sentiments d'injustice ou de décalage vécus de manière individuelle. Mercredi dernier, Pierre Jacquemin recevait l'historienne Ludovine Bantini pour parler de mai 68 et elle avait une question à vous adresser. Elle vous a demandé quelle réaction, en fait, tous les gens que vous avez tous les gens à qui vous avez présenté votre livre, quelle réaction il y a eu de ces anciens acteurs de mai 68? Est-ce que vous avez finalement un peu réhabilité? Quelle réaction ils ont eu? Est-ce que vous en avez eu? Merci Ludivine pour cette question, parce qu'elle me permet de parler de choses qui ne sont pas dans le livre, puisqu'effectivement, il y a eu énormément de réactions au livre, d'inconnus, d'anonymes, et ça m'a fait extrêmement plaisir, des fois que ce soit par lettre, par mail, encore récemment, alors avec les 50 ans de mai 68, du coup, comme j'ai pu être médiatisée suite au passage à France Culture récemment, une femme m'a écrit pour me dire, de 71 ans, d'origine ouvrière, qui me dit « j'ai 71 ans, c'est la première fois que j'entends parler quelqu'un qui parle de mon mai 68. » Donc effectivement, des réactions de personnes qui disent trouver en tout cas un travail, une approche de 68 qui soit ni géographique quelque part, ni à charge, et qui restitue, qui réhabilite un peu la diversité des expériences. Je pense que c'était aussi ça, et la sociologie, les sciences sociales sont importantes pour ça, c'était l'idée de ne tomber ni dans les textes à charge, ni dans l'aspect géographique, et d'aller tout simplement, j'ai envie de dire, mais ça prend 7 ans, d'aller documenter des réalités, les propos des gens, parce que j'ai essayé aussi de laisser beaucoup de place aux propos justement de ces anonymes, et du coup le fait que j'ai eu beaucoup de lettres, de réactions de personnes qui m'ont dit s'y retrouver. S'y retrouver plus que le jouisson sans entrave et tout ce qu'on retient de très médiatique. Ouais, alors oui, certains... Ce que disait Ludovine Bantini nous disait, oui, c'est sûr que l'ouvrière au fin fond du Tarn, qui occupait son usine ou son lieu de travail, elle était très loin de ce qui pouvait être écrit par les situationnistes sur les murs de la Sorbonne. Oui, et le fait que certains ouvriers ne se disent pas du tout 68 arts et trouvent aussi que le terme est péjoratif, c'est parce que justement cette mémoire leur avait été volée, et du coup c'est vrai qu'il y en a qui ne se reconnaissent pas du tout. Quand moi je les contactais, ils me disaient « Ah là là, mais moi je suis pas 68 arts ». Donc il fallait que j'explique que ma définition du 68 arts était très large, et c'était avoir participé d'une manière ou d'une autre aux événements sur son lieu de travail, dans la rue ou je ne sais quoi. Et effectivement, restituer cette diversité et puis dire ce qu'il y a eu plein de luttes, d'interprétations sur qu'est-ce que ça a été vraiment mai 68. Et il y a aussi plein de chercheurs qui ont essayé de dire ce qu'a été vraiment mai 68. Et moi j'ai dit, je pense qu'en fait ça a été une pluralité de réalités, des fois contradictoires effectivement, et de restituer ça, ça a permis à certains effectivement, visiblement, de s'y retrouver. Et alors effectivement dans les réactions, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont envoyé des témoignages et m'ont raconté leur vie. Et donc voilà, ça fait presque, je le garde, je l'archive. L'objet d'un prochain ouvrage. Pour un prochain ouvrage, mais voilà, c'était plus ça. Merci beaucoup Julie Pagis. Lundi, Pierre Jacquemin recevra Alain Krivine, ancien candidat à la présidentielle pour la Ligue communiste et ancien député européen. Vous avez une question pour lui ? Eh bien oui, Alain, comme on habite dans la même ville, à Saint-Denis, et qu'on est donc dionysiens tous les deux, mais moi, depuis moins longtemps que toi, j'aurais une question, c'est justement, j'aurais aimé savoir quand est-ce que tu as décidé de venir vivre à Saint-Denis, pourquoi cette ville? Est-ce que justement il y avait une dimension d'établissement dans une ville populaire avec le passé politique qu'on connaît, donc pourquoi Saint-Denis? Et voilà, peut-être avec un certain nombre d'années après, quel regard sur la gauche à Saint-Denis aujourd'hui tu pourrais nous donner? Parfait, nous lui transmettrons la question. Merci beaucoup.